Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans notre émission Tour du Monde où nous accueillons aujourd'hui nos deux invités. À ma gauche, monsieur Youssef Indy. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, monsieur Elias Laham. Bonjour. Bonjour. Monsieur Laham, vous arrivez ce matin même de Damas, en Syrie, et vous venez pour témoigner de ce qui se passe là-bas. Donc nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Vous êtes chirurgien, donc vous êtes bien placé pour nous raconter ce qui se passe. Vous avez fait vos études en France et vous êtes chef du service de chirurgie de l'hôpital français de Damas. Vous habitez là-bas depuis des années. Vous êtes aussi président du Forum national syrien, qui est une ONG à Damas. Tout à fait. Youssef Indy, vous êtes écrivain, vous êtes historien, vous êtes spécialiste du sionisme et de ses origines, et vous avez dans vos analyses et dans vos recherches une approche à la fois historique et idéologique de la géopolitique dont nous allons parler aujourd'hui. Donc la première question que nous allons nous poser, la seule question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est le terrorisme et que se passe-t-il au niveau de la lutte contre le terrorisme ? Y a-t-il, oui ou non, des incohérences politiques au niveau de cette lutte, de cette fameuse guerre contre le terrorisme? Alors déjà, je voudrais vous poser une première question. On parle de guerre contre la terreur, war on terror. On en est où exactement ? En fait, depuis que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés ont lancé cette grande guerre contre la terreur, notamment suite aux attentats du 11 septembre, on a vu que le terrorisme n'a fait que prendre de l'ampleur. Il s'est amplifié, car si vous voulez mener des guerres à l'extérieur, vous devez créer l'ennemi, mais aussi l'alimenter. Mais si on fait un focus sur la situation actuelle au Proche-Orient, si on prend l'exemple de l'intervention américaine et de ses alliés en Syrie pour combattre notamment Daesh, à partir de, si ma mémoire est bonne, de 2014, mi-2014 jusqu'à l'intervention russe en fin septembre 2015, ils ont combattu, enfin en tout cas ils ont soi-disant combattu Daesh, mais pendant cette année, Daesh n'a fait que progresser. Donc on peut réellement se poser des questions sur la cohérence et l'honnêteté de ce combat contre la terreur. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On viendra tout à l'heure à votre témoignage de ce qui se passe vraiment sur le terrain, peut-être dans la deuxième partie de notre programme. Mais comment se fait-il? Voilà, on voit des pays qui sont parmi les plus puissants du monde, qui luttent contre un ennemi qui est assez diffus et qui n'arrivent pas à avancer. Comment c'est possible? On est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'éradiquer le terrorisme, d'éradiquer Daesh, ou est-ce qu'il y a des complicités? Qu'est-ce qui se passe exactement? Sûrement, si on veut éradiquer Daesh, ce n'est pas une chose très difficile. Non, c'est un jeu politique, stratégique, international, qui s'exprime pour avoir un peu plus de gains sur le plan géostratégique entre les grandes puissances. Si vous voulez bien remarquer, comme M. Youssef Indy l'a dit, après 11 septembre, ils ont fait semblant de faire la guerre au terrorisme. C'était le contraire. C'était le nourrir. Moi, si je reviens dans mes souvenirs, je me souviens, c'était Condoleezza Rice, la ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État à l'époque. Elle avait dit une phrase, je l'avais encore dans la tête, comme quoi c'était l'Arabie Saoudite. Elle a parlé d'Arabie Saoudite, que nous avions une soixantaine d'années de bonnes relations, et c'était faux. Elle avait vraiment pointé le doigt sur l'origine du problème. Et ce discours n'a duré que 2-3 semaines. Après, elle a été retirée. Elle a été retirée et on est revenu, Afghanistan, Irak, Saddam et le reste du feuilleton jusqu'au ce jour en Syrie. Qu'est-ce qui était gênant dans ce discours? Les intérêts, parce que il fallait continuer à contrôler le pétrole, contrôler les voies maritimes, tout ce que vous voulez. Sur le terrain, il y a quand même des gens qui se battent, qui meurent au jour le jour. Il y a des gens qui ont des armes et qui les utilisent. Quelle est leur motivation? Quelle est la source de cette motivation? Alors, parce qu'on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est une question de religion, de pouvoir, d'envie, de frustration? Qu'est-ce qui se passe? Je ne répondrai pas au cas par cas parce que vous avez parmi ces terroristes des anciens prisonniers, des mercenaires, des voyous reconvertis dans le wahhabisme qui ont une volonté comme un petit peu les jeunesses communistes, anarchistes et révolutionnaires, une sorte d'utopie tout à fait terrestre, matérialiste, et très loin
des visées eschatologiques. Maintenant, si on va sur le terrain et qu'on analyse chacun de ces groupes, en Syrie, le docteur Laham me contredira si j'ai tort, mais un des premiers groupes à avoir agi en Syrie était l'armée syrienne libre. Or, l'armée syrienne libre est une émanation des frères musulmans et qui a d'ailleurs une antenne à Londres qui est l'observatoire, une sorte d'observatoire des droits de l'homme. Ensuite, on a vu un certain nombre de groupes terroristes, dont Al-Qaïda dans la région, Al-Nosra. Et puis, à partir de début 2014, on a vu l'émergence de Daesh. Mais Daesh existait déjà en fait en germe, mais il a été véritablement constitué en État à partir du premier semestre 2014. Et lorsqu'on se penche sur les véritables dirigeants de Daesh, on retrouve plusieurs dizaines de cadres dirigeants de l'armée de Saddam Hussein, des colonels, des généraux, des services de renseignement qui sont passés, on va dire, du côté terroriste après avoir perdu leur emploi dès 2003 et être passés par des prisons, dont la prison de Boukas sous l'autorité américaine. Tout à fait, oui. Donc là, ça c'est ce qui se passe sur le terrain au Moyen-Orient, mais ça a des conséquences aussi sur ce qui se passe dans les pays occidentaux, en particulier en France. Il y a des attaques terroristes, enfin c'est un danger qui est... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Éclairé, mis en valeur, manipulé par les gouvernements occidentaux pour faire quoi? On est sous un régime d'état d'urgence en ce moment en France. Ça profite à qui, ça? Je pense que ce n'est que l'iceberg du problème que l'Europe va voir. C'est le commencement, c'est le début. C'est le début. Oui. Ce fléau, il va envahir toute l'Europe. Je suis désolé de parler ainsi, mais ça se voit, c'est clair. Mais ça profite à qui? Il y a quoi? Il y a quelle puissance derrière? Écoutez, la négligence, ou je sais pas, l'inattention de la classe politique européenne, surtout. L'inattention, oui. Non, pour ne pas utiliser d'autres termes, on peut dire inattention. Et le recours, ça veut dire, sur quelques contrats de pétrodollars par-ci, par-là, ça peut donner des idées, je veux dire. Remarquez ce qui s'est passé depuis que la Turquie a laissé ses frontières ouvertes vers l'Europe, à travers la Grèce et tout ça. Il y a eu pas mal de Syriens qui sont venus, bien sûr, ici en France ou surtout en Allemagne, mais entre ce fléau entre ces grands déplacements, je veux dire, à travers la terre et la mer, il y a eu pas mal de touristes qui sont passés avec. Ils ont fait le Bataclan, ils ont fait un peu en Belgique, un peu partout. Si je reviens à ce que l'a dit M. Hindi, comme quoi l'armée syrienne libre qui a commencé, c'est une expression de frères musulmans en Syrie. Peut-être moi je peux parler un peu plus clairement que M. Hindi de ce problème. Vous savez, la Syrie, c'est une mosaïque ethnique et religieuse. Et dès le commencement du problème de la crise syrienne, nous avons vu que la tendance est plutôt religieuse. La tendance de cette soi-disant révolution c'est un mouvement religieux, pas plus que ça. Ce n'est pas une question de liberté, de roi ou de la dictature, tout ça. Nous avons remarqué qu'il y a... Alors, parce que nous n'avons pas pu expliquer pourquoi, disons, les chrétiens ne se sont pas soulevés, ni les Druzes, ni les autres communautés. Non. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, je vous coupe, est-ce qu'il y a une exploitation de tout ce qui se passe là-bas en Syrie par les médias occidentaux, par exemple? Est-ce qu'il y a une collusion? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ce que j'essaye de vous faire dire et de faire comprendre à nos téléspectateurs, c'est est-ce qu'il y a des intérêts en jeu pour les Occidentaux? Alors, là, il faudrait rentrer. Là, on rentre dans des questions géopolitiques profondes. Si on prend par exemple les intérêts de la France et même les intérêts des États-Unis, il n'a jamais été dans leur intérêt de déstabiliser le Proche-Orient. Je renvoie aux travaux de John Mearsheimer et Stephen Walt qui ont mis en évidence dans
dans leur ouvrage paru en 2006-2007 qui s'appelle « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine », a mis en évidence que même l'administration Bush, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, n'avait pas l'intention de remodeler le Proche-Orient. C'est sous l'impulsion du lobby pro-israélien aux États-Unis que l'administration américaine a commencé à infléchir sa politique extérieure et à partir du 11 septembre a défini un certain nombre de pays. Le général Wesley Clark en a parlé. 7 pays à déstabiliser en 5 ans et parmi ces pays, il y avait déjà la Syrie. Si on prend le cas de l'Iran, dès 2003, il y avait des think tanks et des organisations sionistes aux États-Unis qui préparaient déjà la révolution colorée, révolution verte qui a eu lieu en 2009 en Iran. Donc tout ça, c'est déjà fait en amont, sans parler du printemps arabe qui a préparé le terrain. Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une vaste intention, je dirais presque complotiste, pour pousser les gens à faire des choses. Est-ce que ce n'est pas des mouvements spontanés? Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression quand même que c'est des gens qui veulent se libérer. On va répondre à ces questions-là dans une petite seconde. On regarde d'abord un reportage qui nous est proposé. Merci, à tout de suite. L'incohérence des politiques contre le terrorisme. La meilleure démonstration de cette incohérence est le pouvoir qui bombarde en Syrie pour éviter les attentats en France. Et pourtant, les gouvernements successifs ne parviennent pas à garder un œil sur les islamistes déjà sur notre territoire. De nombreux services de sécurité et de renseignement démantèlent chaque semaine des cellules et des projets terroristes en effervescence partout dans le monde. Il est indéniable que ces services font leur possible pour enrayer les menaces. Mais malgré la tendance d'autonomisation du terrorisme, spectaculaire, étatique, nous devons garder à l'esprit que son entretien par l'État profond a été constant dans l'histoire. Les terroristes, agissant en France, Belgique et en Europe, avaient presque tous déjà sévi auparavant et le danger qu'ils représentaient n'était pas méconnu. Il est notamment étonnant que de nombreux terroristes récents sont passés par la Turquie et ont été repérés par les services de renseignement et que certains d'entre eux ont été même expulsés. S'il est possible qu'il y ait eu un agissement isolé d'un ou plusieurs États profonds, il est également possible qu'il n'y ait eu aucun agissement pour justement amener les conditions nécessaires à ce que la bêtise de certaines personnes tue des gens. À ce jour, il n'y a pas suffisamment de recul et de preuves matérielles pour pencher vers l'un ou l'autre. Mais ces questions sont finalement secondaires, car les conséquences restent les mêmes. La position la plus saine serait tout simplement d'admettre que nous ne savons pas qui sont les réels commanditaires de ces différents attentats, ni quels sont leurs objectifs profonds. Mais mettons en lumière ces faits récents avec ceux dont le recul a permis une investigation plus précise. Il est possible que de nombreux acteurs responsables d'attentats en France et en Belgique aient pu bénéficier de protections insoupçonnées, comme les frères Kouachi par exemple, d'une poignée d'acteurs au sein de différentes agences de renseignement et de l'administration politique. Quand de tels soutiens sont effectifs, ils s'opèrent au sein de l'État profond. Ce concept d'État profond ne relève pas d'une structure organisée et figée, mais plutôt d'un milieu hétérogène en mouvement. Il regroupe différents réseaux de hauts cadres de l'administration publique, de l'armée, du renseignement, des milieux financiers et entrepreneuriaux qui s'allient et se concurrencent au gré des circonstances et des intérêts. L'État profond n'est que la branche nationale de l'élite capitaliste cosmopolite mondiale, qui donne le ton en ce qui concerne les décisions majeures et politiques internationales. Point de complot mondial organisé ici. Tous ces groupes sont hétéroclites, mais ont en commun d'avoir de l'influence à grande échelle et donc de forts pouvoirs décisionnels. En effet, cette forme d'État profond est extrêmement diverse. Elle peut être composée d'industriels européens, de bailleurs de fonds, d'oligarques russes, d'émirs du pétrole du pays du Golfe, de nombreux riches des pays émergents, etc. Les décisions prises au sein de l'État profond servent donc forcément des intérêts élevés. Pour clôturer sur ce point, rappelons que des personnes appartenant à la haute administration politique française, dont des ministres, ont également protégé pendant plus de 30 ans, depuis les années 80, des criminels recherchés par Interpol, pour complicité dans des actions criminelles et terroristes sur le sol français.
Les conséquences actuelles du terrorisme trouvent leurs racines dans des réseaux wahhabo-takfiristes implantés de longue date en Europe avec la complicité des États profonds et donc des appareils politiques. Merci d'être resté avec nous. Donc, ce reportage ne mâche pas ses mots, si j'ose dire. Et donc, je reviens vers vous, Monsieur Laham. Est-ce que vous avez parlé d'inattention de la part des gouvernements? Est-ce qu'on pourrait utiliser des mots un petit peu plus forts? Je vous propose négligence, je vous propose bienveillance, je vous propose complicité. Plutôt complicité. Plutôt complicité, si vous voulez. On a cherché les intérêts économiques à court terme. Ici en Europe, dans l'Occident en général, nous avons essayé d'avoir des gains économiques à court terme. Je veux bien qu'il y ait un problème de chômage, un problème économique très important en Occident en général, mais ça ne donne pas, je veux dire, c'est pas un prétexte pour s'allier avec des puissances du Moyen-Âge. C'est pas assez. Comment on peut convaincre l'opinion publique européenne comme quoi nous avons fait une alliance avec des pays qui ne respectent aucun des droits de l'homme, qui ne respectent aucun signe de la civilisation, tout en entier. Alors comment voulez-vous... bon, nous avons gagné quelques postes, quelques contrats juteux, bon, ça va. 4-5 ans, et après? Youssef Indy, pour nos téléspectateurs européens, français, occidentaux, tout ce qu'on entend là est extrêmement bouleversant. La plupart des gens en Europe et aux États-Unis sont persuadés que les gouvernements sont là pour leur bien, pour les protéger des gens dangereux. Et là, vous êtes en train de nous dire exactement le contraire. Si par exemple, on s'arrête sur chacun des attentats. Par exemple, Mohamed Merah en 2012, si ma mémoire est bonne. Mohamed Merah avait un agent de liaison dans les renseignements généraux français. Il était même, d'après même son avocate et certains éléments, un agent lui-même des services de renseignement. Pour ce qui est des frères Kouachi, par exemple, on sait qu'ils étaient connus des services de renseignement. On sait que par exemple pour les attentats du 13 novembre, il y avait un certain nombre de renseignements en amont. Le juge Trévidic en a parlé. Les services de renseignement turcs, marocains, même algériens ont prévenu les services français à plusieurs reprises et ils n'ont pas réagi. L'ancien directeur général de la DCRI, Bernard Squarcini, a déclaré que les services de renseignement syriens avaient une liste de 200 personnes dangereuses d'origine française qui étaient parties combattre en Syrie, qu'elle voulait communiquer aux services de renseignement français. Et à l'époque, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a refusé ces informations-là. Oui, mais là, on reste dans le domaine de l'incompétence et de l'imbécilité. Est-ce que ça permet d'aller jusqu'au point de la complicité et je dirais même de la prise d'action positive? Alors ça, c'est une accusation extrêmement grave. Oui. On peut le déduire. On peut le déduire lorsque justement, comme je l'ai dit, on accumule tous ces éléments-là. Soit il y a complicité, soit il faut totalement réformer les renseignements généraux. Or, une enquête parlementaire a mis en évidence que la fusion des deux principaux services de renseignement français ont conduit à de véritables défaillances. Pour ne pas dire autre chose. D'ailleurs, après les attentats du 13 novembre, Manuel Valls, Premier ministre, a osé déclarer que l'Arabie saoudite et le Qatar combattaient le terrorisme. Ça s'est déjà vu dans l'histoire que des gouvernements organisent eux-mêmes des actes terroristes? Oui, alors ça lors d'une intervention que j'ai rapportée dans un article, j'ai dressé une liste non exhaustive. Par exemple, l'État, pas l'État d'Israël, mais avant que ce soit l'État d'Israël, le foyer national juif avait commis un attentat dans l'hôtel King David en se déguisant en palestinien. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1946. Et il y a eu des attentats menés contre des cibles américaines en Égypte en 1954, déguisées, alors que c'était des attaques israéliennes, mais déguisées en attaques égyptiennes.
Il y a eu en 1967 ou 1956, j'ai oublié, mais la frappe de l'USS Liberty, un croiseur américain qu'on a voulu faire passer pour une attaque américaine. Et il y a eu ensuite un certain nombre d'attentats. Est-ce qu'il y a des exemples de cet ordre de pays occidentaux qui auraient fait ce genre d'opération? Eh bien, le 11 septembre 2001, on a d'innombrables preuves maintenant mettant en évidence l'implication des services secrets américains, israéliens et saoudiens dans les attentats du 11 septembre. Je ne parlerai même pas des agents du Mossad qui ont été arrêtés le jour même, le 11 septembre. Je ne parlerai pas non plus d'un des terroristes, Jarrah, son nom de famille est Jarrah, dont le cousin était un agent du Mossad infiltré notamment dans le Hezbollah. On a d'innombrables Monsieur Laham, vous qui êtes arrivé de Syrie ce matin, et vous êtes vraiment sur le terrain à l'hôpital français de Damas, est-ce que vous avez des exemples précis de ce genre d'opération? Est-ce que vous avez connaissance des tenants et des aboutissements de ce qui se passe là-bas, sur place par exemple? Est-ce qu'il y a des choses équivalentes? Écoutez, est-ce que la situation est tellement confuse qu'on peut pas dire grand-chose? La situation, non, n'est pas confuse, non. Nous avons notre diagnostic dès le début. Quel est-il? Le diagnostic de la crise syrienne, nous, les Syriens qui sont restés en Syrie, nous avons notre diagnostic. La crise syrienne, il y a quelques causes internes, ça on ne peut pas les négliger, on ne peut pas les nier, certainement. Nous avons des problèmes économiques, des problèmes un peu interreligieux, qui étaient cachés de temps en temps. Il y a quelques mouvements, comme dans les années 80. Mais l'Occident, je veux dire, et les gens qui ont voulu, allumer la mèche de la crise syrienne, ils ont utilisé ces prétextes ou ces causes internes. Mais en réalité, c'est une guerre menée de l'étranger. L'essentiel, c'est de mettre la main sur la Syrie, prendre la décision de la Syrie, la décision politique. Et puis, il y a les enjeux géopolitiques et économiques sur le plan mondial, les gazoducs qui doivent, partir de Qatar vers l'Europe via la Syrie et la Turquie. Et ça, c'était le sujet principal du sommet qu'il y a eu en 2008, je crois, à Damas, entre M. Sarkozy, M. Assad, M. Erdogan et l'émir de Qatar. C'était le sommet quadripartite, c'était en 2008, je crois. C'était vraiment géostratégique et économique. Voilà. Et donc, tout ce que vous nous dites là donne l'impression qu'il y a quelques groupes extrêmement puissants au-dessus des populations qui manipulent toutes les données du pouvoir. Vous avez parlé, M. Hindi, comme quoi il y a l'armée syrienne libre. Mais si on remarque, les noms donnés aux milices, c'était tous des noms religieux, dès le premier jour. Alors si on va combattre, on va faire une révolution pour la liberté et les droits de l'homme, on n'utilise pas la religion. On doit rester sur le plan national et laïque. C'est vrai, la Syrie n'est pas un pays développé, mais notre constitution, nous avons un pays laïque. Il y a juste une seule matière comme quoi la religion de la tête de l'État doit être musulmane, c'est vrai. Mais à part ça, non. Alors utiliser les mots ou donner des noms aux factions armées, des noms religieux dès le départ, nous ne sommes pas devant une révolution de la liberté et des droits de l'homme. Non, pas du tout. Est-ce que tout cela a des conséquences au niveau de la population, au niveau des êtres humains qui nous regardent, par exemple, aujourd'hui? Vous parlez de quelle population? De tout ce que nous venons de dire, là. Aussi bien en Occident qu'au Moyen-Orient, d'ailleurs, au niveau des êtres humains, proprement dit. Il nous reste une minute. Oui, moi, je peux vous donner ce qui se passe sur la population syrienne, ce qui est très important, je crois. Et ça va être un sujet de notre intervention ici à Paris pour moi. Nous avons, comme on dit toujours, la Syrie c'est une mosaïque. Alors ce mosaïque est en train de se fissurer. Les morceaux se désintègrent. Et il y a eu une division verticale, horizontale, ce que vous voulez, et même dans la société, et même à l'intérieur de chaque communauté. Alors ça va pas se corriger en quelques années, ça va avoir besoin de plusieurs décennies pour revenir à l'état normal. Et ça va engendrer le terrorisme, ça va engendrer bien sûr la migration partout dans le monde. Toujours plus de violence.
Ah, c'est normal. Chômage, pauvreté, ça veut dire violence. C'est finalement la vieille technique du diviser pour régner. Oui, ça n'a pas changé. Voilà. Donc écoutez, merci d'être resté jusqu'à la fin de notre émission. Merci Youssef Indy, merci Monsieur Laham. Et voilà, merci d'être resté pour nous regarder et peut-être que la compréhension que nous avons obtenue ensemble nous permettra peut-être d'être un petit peu plus libre. Merci beaucoup, à bientôt, à la prochaine fois. Au revoir.